interpelle en faisant appel à quelqu'un qui pourvoit une aide très très précieuse, c'est-à-dire glissant. Donc voilà, c'est un discours qui sur la forme a des accents lyriques très très beaux, a une profondeur historique, mais qui ne règle pas la question de la grande défiance et de la grande méfiance des populations vis-à-vis du français. Et justement, encore aujourd'hui, une question se pose. Daouda Togo-Boa à Conakry se demande comment adopter une langue qui traite nos langues locales de vernaculaire. Est-ce que ce sentiment de mépris est justifié ? Ce sentiment de mépris est justifié. Mais alors, il ne faut pas que ce soit un carcan dans lequel on essaie de s'emprisonner. Ça a été le cas, ça peut perdurer dans certaines formes, dans certains mépris, une certaine forme de condescendance vis-à-vis des langues, comme je le disais, qui sont traitées parfois de dialectes, dont on ne comprend pas que la symbolique est essentielle dans la constitution identitaire des gens. Après, la langue a évolué. La langue a évolué. Maintenant, les Africains francophones peuvent totalement revendiquer, s'approprier le français. Ce qu'ils ne font d'ailleurs avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire et dans beaucoup d'autres pays. Donc, il faut arriver un peu à être des usagers un peu indolents d'une langue sans être forcément les captifs d'une histoire. C'est un peu notre problématique majeure actuellement. Arriver fondamentalement à parler français, à faire de l'usage du français quelque chose de très très naturel, quelque chose de sain, sans être forcément soumis à une tutelle quelconque. Et d'ailleurs, il y a ce débat posé par l'écrivain Alaba Bunku. Il critique cette distinction permanente entre le français et les francophones. Est-ce que selon vous, les Africains sont considérés comme des francophones de seconde zone ? Alors oui, c'est un débat très très vieux. En 2006, il y avait un manifeste d'écrivains qui avait écrit quelque chose de très très positif, quelque chose qui était d'ailleurs assez fondateur en expliquant que même dans la labellisation des littératures du Sud, en parlant de littérature francophone, il y a une manière de reléguer la chose. Alors, il ne faut pas cependant projeter vers la francophonie des prérogatives qui ne sont pas les siennes. C'est-à-dire, s'il y a une frustration des jeunesses africaines, s'il y a une grande douleur, une méfiance, une défiance vis-à-vis de ça, elle n'est pas uniquement imputable à la francophonie. Il y a des faillites nationales et il faut que les intellectuels africains, les États africains prennent leur part de cet exercice de responsabilité. C'est pourquoi la francophonie a été quelque chose d'assez exceptionnel d'ailleurs pour les écrivains africains. C'est dans leur réseau que se déroule d'ailleurs, je veux dire, leur vie artistique. Donc certaines rébellions un peu tardives vis-à-vis de la francophonie comme institution laisse un peu sans voix parce que ce n'est pas fondamentalement la question qui nous intéresse. Alors toujours est-il qu'il y a une réelle défiance envers la langue française. Pour Théophile Guilavogui à Conakry, c'est un outil pour mieux coloniser les pays africains. Est-ce que le français ne pâtit pas de l'image de la France sur le continent ? Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est-à-dire à travers la francophonie, c'est un peu les ombres fantômes de la France-Afrique qu'on essaie de combattre. La présence française en Afrique, elle est multiple. Si on regarde l'ouvrage moins connu de Stephen Smith, Voyage en post-colonie, où il consigne un peu les diverses expressions de cette présence en Afrique, on voit que le traitement est différent. Les instituts français, c'est-à-dire qui pourvoient un travail culturel assez fondamental dans ces pays-là, les alliances françaises, les ONG, ne suscitent pas des hostilités vis-à-vis des populations. Mais la francophonie en tant qu'institution semble être le prolongement, le vecteur d'une influence un peu sournoise, même si c'est un peu enrobé, un peu des atours, un peu... Et justement... Et c'est difficile à considérer. Et justement, beaucoup s'interrogent sur la finalité de la francophonie. Pour Ngodiam Chibangu à Luanda, cet outil ne sert que les intérêts des Français. Quel profit la France tire-t-elle de ces 300 millions de locuteurs ? Il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas être dupe d'une chose. Une langue, c'est naturellement le vecteur d'une certaine forme de civilisation et de culture. Donc, les locuteurs du français dans le monde, l'Afrique a vocation naturellement, à travers les projections démographiques, à travers d'ailleurs ce que ça implique de locuteurs et aussi de convoitises, à être une centralité très très forte de cette francophonie-là. Mais naturellement, il y a des vecteurs économiques, il y a des vecteurs politiques, il y a des vecteurs d'influence. Après, c'est une relation. Dans une relation, il faut être fort, il faut arriver à s'affirmer, il faut arriver à s'approprier ce discours-là. C'est de ce côté-là qu'il faut un peu durcir le ton et ne pas forcément attendre que des miettes soient un peu données par la francophonie. Il faut que les États africains, les intellectuels africains, les populations africaines se saisissent de cet instrument-là qui peut être un instrument par le bas très très fort dans la fusion de beaucoup de jeunesse africaine. Si la France y gagne, est-ce que les Africains y perdent ?
quelque chose? J'ai envie de dire, c'est presque logique. Si la France y gagne, les Africains y perdent. Mais c'est le dialogue un peu de sourds qu'on entretient très très souvent sur cette question-là. Les Africains doivent pouvoir utiliser le français comme une langue. C'est-à-dire, oui, à travers le passif colonial, à travers la blessure de l'histoire, c'est une langue qui a été un peu, ce qu'on sait, un peu, on voit comment elle est arrivée. Mais arriver à 100, approprier, c'est un enjeu fondamental sans être dans la soumission. Et pour ne pas être dans la soumission, il faut un exercice de la responsabilité qui soit très très fort, qui ne soit pas ni dans la posture, ni dans l'excès de zèle. Et ça, c'est très très important, c'est un équilibre qu'on n'arrive pas à trouver pour l'instant. On va prendre un exemple. Dans votre pays, le Sénégal, le français recule au profit du Wolof. Dans d'autres pays, c'est l'anglais qui prend le dessus. Mohamed Idoual à Bamako considère que le français est sérieusement menacé par l'anglais. Est-ce que c'est une réalité ? Alors, c'est une réalité d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs on pousserait des cris d'orfraie à cause de ça. Que les Sénégalais parlent le Wolof, ça me semble le plus naturel et le plus souhaitable du monde. Donc même dans la formalisation, est-ce que le français recule? On est dans des schémas un peu biaisés, j'ai envie de dire. Qu'on parle le français aujourd'hui dans les institutions, qu'on parle dans l'administration le français, c'est une chose. Après, il y a comme ça un mouvement, une lame de fond actuellement dans les pays africains où on veut vraiment valoriser les langues nationales, les langues locales, et ça peut se faire dans une cohabitation qui ne soit pas forcément dans l'hostilité. Et c'est tout l'équilibre à trouver, c'est-à-dire ne pas être dans quelque chose de très très coercitif et laisser assez les gens s'approprier et puis être libres d'utiliser une langue parce que comme le disait l'écrivain roumain, naturalisé français, Sioran, voilà, on n'habite pas forcément un pays, on habite une langue et ça suppose des choses aussi. Et on est dans cette complexité-là. On va revenir sur cette croyance chez nos internautes qui pensent que les pays anglophones, le Nigeria, le Kenya, le Rwanda, s'en sortent mieux que les pays francophones. Oui, alors ça a à voir avec un peu les différences de colonisation qu'il y a eu, le fameux indirect rule dans les pays anglais, et puis une facilité administrative qui était beaucoup plus simple par rapport à toutes les lourdeurs administratives qu'on connaît par exemple dans le système français ou francophone. Donc voilà. Mais est-ce que si on regarde véritablement les bilans de ces pays-là, on arrive à cette assez nette scission entre une Afrique anglaise qui se porterait bien par rapport à une Afrique francophone? Je ne pense pas que ce soit le cas. Si on regarde l'histoire des dictatures, on regarde aussi les ressources économiques et puis les chiffres de la croissance, c'est pas une réalité qui est flagrante. Pourtant, l'exemple du Rwanda a beaucoup été cité. Le pays a fait le choix de l'anglais pour se reconstruire, mais d'abord aussi pour marquer une rupture avec la France, accusée d'avoir soutenu les génocidaires. On a aussi vu Ali Bongo qui a menacé d'adopter l'anglais au détriment du français. La menace de l'abandon du français est-elle une arme diplomatique efficace ? J'espère que l'abandon du français, c'est pas pour l'anglais. Ce serait quand même assez triste. Pourquoi ? de chasser une langue coloniale pour en prendre une autre. Pourquoi, Parce que c'est pas une langue d'extraction nationale. Si on veut appeler à une souveraineté absolue, on va jusqu'au bout. On promeut vraiment les langues nationales. Et là, pour le coup, il faut saluer des gens qui sont très, très cohérents dans ce genre de démarche-là, comme Boubacar Boris Diop. Il faut être cohérent. C'est-à-dire, on peut pas chasser une langue coloniale pour une autre. Après, l'histoire du Rwanda est une histoire très, très singulière avec ce qu'on a connu avec le génocide, avec les contentieux avec la France qui ne sont pas encore soldés. Donc, que ça ait pu constituer quelque chose qui favorise l'émergence du Rwanda, c'est peut-être quelque chose à analyser, mais je pense que l'émergence du Rwanda, on le doit à la discipline, au flair, et puis à une certaine forme d'appétence économique dans ce pays-là qui est à saluer. Est-ce que d'autres pays peuvent emboîter le pas, comme le Rwanda, justement ? Oui, alors naturellement, je pense que c'est un exemple qui peut inspirer avec les réserves qu'il faut aussi observer parce que tout n'est pas rose au Rwanda. Il y a une situation politique que l'on connaît, voilà, il y a un autoritarisme très très fort, mais qui ne doit pas empêcher de voir les résultats prodigieux que ce pays est en train de réaliser, que ça puisse susciter des vocations, des exemples. On ne peut que le souhaiter, mais je pense que là pour le coup, la langue n'est pas l'instrument décisif. On va finir sur un reproche qui est aussi très récurrent sur notre page Facebook. Selon Cheikh Diawara Bamako, la francophonie ne s'implique pas assez dans les affaires politiques. Beaucoup se demandent pourquoi la communauté francophone est frileuse à condamner les dérives autocratiques. Oui, est-ce que ce serait une prérogative de la francophonie d'aller faire de l'ingérence dans les affaires diplomatiques nationales? Je ne le crois pas. C'est-à-dire la francophonie, c'est une communauté. La francophonie, moi j'ai eu la chance parfois de côtoyer beaucoup de
jeunes qui viennent de partout dans le monde. Ça nous permet d'être un peu ensemble, parfois de rêver autour d'une langue, parfois de discuter de projets. Mais la francophonie n'a pas comme vocation de régir l'ordre politique africain. Ça, ce serait une autre défaite qu'on ne pourrait pas assumer. Il appartient aux Africains et eux seuls de distiller du calendrier de leur pays. La francophonie appartient aux Africains. Merci Elgas pour votre analyse. C'est la fin.